en fait, c'est un homme d'affaires qui va fournir des fonds pour permettre de vendre cette machine. Et la machine va s'appeler Moon Hopkins. Vous voyez, avec encore un suffixe Billing Machine. Donc, je vous montre qu'en fait, son nom va changer et en même temps que sa technique évolue. Donc, justement, en 1911, j'ai trouvé qu'on lui avait ajouté un moteur électrique. Avant ça, elle était purement mécanique. D'ailleurs, pour la comprendre, il faut se dire qu'elle est mécanique. Il n'y a pas du tout de relais là-dedans. C'est vraiment une machine très, très primitive d'un point de vue... enfin, si on se place dans l'histoire des machines à calculer, c'est très primitif. Alors, vous avez même son prix de vente, ici, à peu près $500 à l'époque. Et puis, en 1921, la firme Burroughs va acheter des droits sur la machine et elle va s'appeler la Burroughs Moon Hopkins. Et voici des photos de cette machine. Je crois que M. Laffu en possède des exemplaires. Moi, j'ai dû présenter des photos, bien sûr, mais un jour, vous pourrez aller voir dans le musée ici à Namur, je suppose, des exemplaires de ceci. Donc, vous voyez, c'est une machine que moi, comme dit... je suis tombée amoureuse de cette machine, effectivement, je la trouve magnifique. Et donc, c'est l'exemplaire de 1921. Vous voyez des photos de l'époque, toujours, qui m'ont été fournies par un collègue à Paris. Et vous voyez, alors, de Californie, j'ai reçu ceci, qui est encore plus extraordinaire, parce que ça, je ne sais pas si ça existe encore quelque part autre qu'en Californie. C'est le manuel d'instruction. Je n'ai pas de date. Je sais simplement qu'il doit être relativement ancien, qui correspond probablement à cette machine de 1921. Et il est aussi un peu incomplet, il manque quelques pages, ce qui ne m'a pas facilité sa lecture. Mais donc j'ai été puisée abondamment là-dedans pour essayer de comprendre comment elle fonctionnait. Et donc, en 51 à 57, on commence au moins, à partir de 1951, on commence à produire celle qui est dans la vitrine, donc qui s'appelle Burroughs série M. On a laissé tomber Moon Hopkins, mais M c'est pour Moon Hopkins. Voilà. Alors donc vous voyez, son nom a évolué au cours du temps, en même temps qu'elle se perfectionnait, mais je suis incapable de vous retracer exactement les perfectionnements parce que ce n'est pas documenté. Je vais vous le faire sentir, mais je ne peux pas vraiment être précise à ce niveau-là. Et voici une photo de la machine offerte par M. Laffu, donc c'est photographié ici à l'entrée. Alors, ça vous intéressera, je pense, de comprendre la coïncidence de ce qui se passe en 1951. Pourquoi 1951? Parce que vous voyez, on a commencé à la produire en 1951. Donc, j'ai essayé de retrouver des choses qui arrivaient en même temps, et justement, c'est très amusant parce que c'est exactement l'année où on a commencé à commercialiser les ordinateurs. Exactement la même année. Et comme vous le savez, le premier ordinateur commercialisé il a été en Angleterre, c'est la Ferranti Mark I, en février 51, et elle a été utilisée à l'université de Manchester. Second dans l'ordre, les États-Unis, qui pensent toujours initialement penser être les premiers, je pense, mais c'est avec l'UNIVAC, le fameux UNIVAC, qui est acheté en mars 51 par le bureau de recensement aux États-Unis. Alors j'ai des photos, on les trouve sur Internet. J'ai des photos, voilà la Ferranti, donc ça c'est un vrai ordinateur, c'est-à-dire une machine à calculer qui est électronique, dont le programme se trouve en mémoire centrale lorsqu'il est exécuté. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiqué que ce que nous avons ici dans la vitrine. Et voici donc une photo de l'UNIVAC, qui est un peu postérieure, mais vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, ceci, c'est dans Tintin. Je fais un petit clin d'œil, mais c'est de ça, je pense, dont Hergé s'est inspiré pour dessiner la console de l'appareil qui est dans On a marché sur la Lune, ou bien Objectif Lune, je ne sais plus. Mais enfin, c'est ça. C'est tout à fait la même époque. Alors, en Belgique, qu'est-ce qui se passe? Bien, en Belgique, il se passe déjà des choses à ce moment-là. Figurez-vous qu'en 51, le 1er mai 51, eh bien, on commence la conception qui est immédiatement couplée à la construction de cette machine. Ceci, c'est une photo de la machine en 55. Et donc, cette fameuse machine mathématique ICA-FNRS, qui était construite chez Bell à Anvers, avec le concours de plusieurs personnes qui vont devenir professeurs dans les universités. Je pense en particulier à M. Minguet, ce qui m'a tant aidé pour décrire cette machine, donc qui a programmé la machine ici.
Alors, les utilisations de la Moon Hopkins maintenant. Alors là, je fais appel à un document original que M. Laffu a eu la gentillesse de me prêter. L'original, je viens de le lui rendre, il est dans son cartable ici, parce que pour être photographié et être aussi fidèle, il fallait que je puisse donner à M. Swaysen, que je remercie encore au passage, les originaux. Alors vous voyez, c'est un grand dépliant, sur lequel il est repris ici, ce que j'ai écrit là au-dessus, une machine complète pour une gamme complète de travaux comptables. Donc elle est prévue pour faire des factures, en premier lieu pour faire des factures. Alors je continue avec le dépliant de M. Laffu, parce que ceci me touche particulièrement, vous voyez. Vous avez 2 mains et une machine, qui est la machine de M. Laffu, produisent plus que 4 mains et 2 machines. Donc 2 personnes qui ont chacune, qui une machine à calculer, qui une machine à écrire. Donc ça c'est évidemment un argument de vente bien efficace. Vous allez comprendre tout de suite que la machine qui se trouve dans la vitrine, en fait, elle a un double clavier, un clavier de machine à écrire, et puis devant, elle a un clavier de machine à calculer. Donc elle fait les deux, sans recopier, en évitant des erreurs. Elle va tout de suite traiter les nombres qui sont entrés sans que des secrétaires n'aient à recopier, entrer les données une seconde fois, voilà. Alors j'en arrive à l'utilisation de la Moon Hopkins par Monseigneur Lemaître. Alors là, je commence par vous lire un petit texte qui vient de ce livre de Dominique Lambert, qui est à côté de moi, qui, comme vous le savez, est le grand spécialiste de la vie de Monseigneur Lemaître. Et donc voilà, je lis dans son livre. Lorsqu'il était domicilié au 9 rue de Braclair, à Bruxelles, entre 1945 et 1956, ça veut dire qu'il était chez sa maman, en fait, hein, n'est-ce pas? Monseigneur Lemaître eut l'occasion de racheter à une banquière. Gilbert Lemaître m'a dit qu'il pensait bien que c'était la banque de la Société Générale. Parce que, en fait, son grand-père, n'est-ce pas? Son grand-père a, en fin de sa vie, travaillé avec un poste tout à fait particulier, prête-nom, m'a-t-il dit, pour la Société Générale. Et donc voilà, probablement que Monseigneur Lemaître a eu vent cette affaire-là et a su qu'il y avait une machine des années 50, là, qui était... bon, il était au courant par son père, probablement, de cette histoire-là, et donc il est parvenu à racheter cette machine. Et une machine à calculer électromécanique qui pouvait retenir les résultats et être programmée. Donc, Monseigneur Lemaître va détourner la machine à facturer à des fins de calcul scientifique. Et je vais céder la parole à Dominique pour qu'il vous explique et illustre la démarche de Lemaître à cette époque. Merci Dominique. Voilà, merci beaucoup. Et je tiens à remercier personnellement M. Lemaître et aussi Marie de m'avoir convié à intervenir dans son exposé. Je voudrais dire que les informations que nous avons au sujet de l'utilisation de cette machine par Lemaître sont dues donc au témoignage personnel donc, de Gilbert Lemaître, qui à cette époque vivait donc, rue Braclair avec son oncle et aussi, qui était aussi son parrain, et donc assistait de près à la mise en œuvre des calculs que faisait son oncle sur des machines, et en particulier sur cette machine. Donc cette machine n'était pas à Louvain comme telle, donc, comme le sera le premier ordinateur passé à Louvain plus tard au collège des Prémontrés. C'est une machine qu'il utilise donc en fait chez lui. Et le génie de fait de Lemaître a été d'utiliser une machine, de pousser le plus loin possible une machine qui était de fait pour faire des calculs bancaires et pour imprimer des virements bancaires, pour en faire toute autre chose et pour l'utiliser à des fins de calcul qui l'intéressaient dans le domaine de la physique, mais pas seulement, puisqu'il y a des applications purement mathématiques. Et à cette époque, Lemaître commence à mettre en œuvre des méthodes d'analyse numérique qu'il a développées pendant la guerre. Alors, Naji Abra a dit à juste titre qu'une discipline sans histoire, c'est une discipline sans avenir, et encore faut-il connaître l'histoire. Mais Lemaître était un homme qui avait appris l'histoire des sciences lorsqu'il était en spécial maths avec le père Bosmans, qui était un très grand historien des mathématiques, et Lemaître en avait gardé un intérêt particulier pour les textes
d'origine, il lisait les textes mathématiques dans leur version originale, et comme il connaissait le grec et le latin, ça lui permettait de lire les textes vraiment dans les sources. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement le maître connaissait le latin, était passionné par l'histoire des mathématiques, mais avait la fâcheuse habitude d'oublier de rendre les livres à la bibliothèque de l'UCL, et parfois ça a eu un effet très positif, puisqu'il a comme ça sauvé des livres du bombardement de Louvain, et ayant oublié de les rendre, il a lu dans le texte, en particulier des livres de Gauss. Il a lu en latin la Theoria Motus de Gauss, un livre dans lequel Gauss essaye de donner des méthodes pour calculer avec précision des orbites de planètes lorsqu'on connaît quelques positions grâce aux observations. Et le maître, en lisant Gauss, a développé, si vous voulez, des techniques numériques, a développé ce que Gauss avait fait et a inventé des techniques numériques qui, dans les années 50, vont commencer à être mises en œuvre, et en particulier sur la machine Moon-Hopkins. Et on pourrait d'ailleurs se demander, et certains se sont demandé, mais est-ce que le maître n'avait pas, d'une certaine manière, trouvé ces méthodes qui l'intéressaient autre part? Mais le maître avait un grand principe qui m'a été rappelé par certains de ses collaborateurs que j'ai pu rencontrer. Et ici, je voudrais aussi remercier le professeur Berger et Madame Liliane Mautz et son mari Michel, qui ont été finalement à l'origine du sauvetage des archives Le Maître, et qui m'ont permis de découvrir des documents concernant Le Maître, et en même temps de pouvoir rencontrer les premiers les collaborateurs, ou les derniers collaborateurs de Le Maître. Et parmi ceux-là, ces collaborateurs m'ont raconté que Le Maître avait un principe qui était: pourquoi aller lire chez les autres mathématiciens des choses qu'on peut inventer soi-même? Donc, il lisait relativement peu, pour faut-il être un génie comme Le Maître, et il arrivait à redécouvrir des méthodes que les autres avaient découvertes. Alors aujourd'hui, un historien scrupuleux pourrait se demander, et Naji Abra a dit, l'histoire n'est pas linéaire, et c'est vrai, un historien rigoureux pourrait se demander, mais enfin, Le Maître a peut-être été lire ça chez quelqu'un d'autre, vous allez le voir. Mais non, non. On sait que Le Maître a inventé des méthodes, à la suite peut-être de sa lecture de Gauss, qui avaient peut-être été inventées avant, des dizaines d'années avant, mais il les inventait par lui-même. Et il ne prenait d'ailleurs pas le soin après de les publier, car de fait, ça n'intéressait pas d'avoir une notoriété, d'augmenter sa liste de publications. Ce qui l'intéressait, c'est de faire les calculs qui lui plaisaient pour la plus grande gloire de l'esprit humain, comme disait Jacobi. Alors, Le Maître, dans les années 50, travaille sur, si vous voulez, les applications de ces hypothèses cosmologiques. Donc sa cosmologie est fixée dans les années 30. En 31, le modèle de l'hypothèse de l'atome primitif est fixé, et Le Maître va en déployer, si vous voulez, les conséquences. Alors, dans le modèle de l'atome primitif, comme vous le savez, toute l'énergie matière de l'univers est concentrée en un seul paquet, un quantum initial, qui, par des intégrations, va engendrer la matière qui est dans l'univers. On sait aujourd'hui que ce n'est pas correct, mais l'idée était que toute l'énergie matière est concentrée dans un quantum initial, et la désintégration de ce quantum va donner des particules et des éléments qui, en se condensant, donneront plus tard des nuages de gaz qui feront des étoiles, des galaxies, et puis des amas de galaxies, etc. Donc, c'est ça l'hypothèse de Le Maître. Et l'hypothèse de Le Maître est donc, de cette explosion primitive, doit subsister des particules hautement énergétiques qui pourraient être intéressantes comme fossiles des premiers moments de l'univers. D'où l'intérêt est d'aller essayer d'expliquer toutes les propriétés des trajectoires de ces particules extrêmement énergétiques qui sont parties dans les premiers moments de l'univers, pour pouvoir, si vous voulez, retrouver des informations sur les premiers moments de l'univers. Ça, c'est la première chose. Et Le Maître croit que ces particules très très énergétiques sont les rayons cosmiques qu'à partir des années 30, on commençait à détecter dans les ballons
du style de celui de Picard, hein, ou bien dans les observatoires de haute montagne. Alors, le maître est intéressé par ce problème-là, mais il est aussi intéressé par le problème de savoir comment pourrait-on faire des petits modèles mécaniques de la condensation de matière qui va donner les galaxies et les amas de galaxies. Donc ça, c'est deux problèmes centraux qui viennent de sa cosmologie, si vous voulez. Le problème initial, c'est comment déterminer les propriétés des trajectoires de ces particules chargées venues des premiers moments de l'univers. Deuxième problème, comment déterminer comment étudier les modèles qui pourraient nous renseigner sur la formation des étoiles et des galaxies dans le cadre d'un modèle d'univers en expansion qui, il faut souligner le caractère visionnaire de Lemaître, est encore celui que nous avons aujourd'hui. Si le modèle de l'atome primitif est abandonné au profit d'une soupe de particules élémentaires, si vous voulez, si on a abandonné ceci, on n'a pas du tout abandonné cela, et depuis une vingtaine d'années, c'est bien ça qui est la courbe évolutive de l'univers, validée par les meilleures observations aujourd'hui. Donc vous avez ici le temps, ici la distance moyenne entre deux objets dans l'univers, et vous avez cette courbe avec une accélération actuelle de l'univers, sur laquelle d'ailleurs Lemaître avait fortement insisté. Alors, pour étudier ces problèmes, Lemaître se voit confronté à des équations extrêmement non linéaires. Alors, c'est bien entendu, je ne vais pas entrer dans les détails de ceci, mais je me plais quand même à montrer ce qu'étaient les équations que Lemaître a traitées, en particulier sur la moon Hopkins. Alors, les anciens étudiants de Lemaître, il y en a parmi nous aujourd'hui, entre autres à la deuxième rangée, on a au moins trois, savent que le problème de Störmer, ou le problème qui avait été traité par un mathématicien norvégien, le problème de Störmer, c'est le problème de la détermination des orbites des particules chargées dans le champ magnétique de la Terre. Alors c'est un problème qui avait été abordé par Poincaré, traité par Störmer, et Lemaître le reprend à bras le corps et s'y intéresse beaucoup. Dans les années 30, fait des calculs déjà sur les meilleures machines de l'époque, puisqu'il a travaillé sur la machine de Vannevar Bush au MIT. Pourquoi? Parce qu'il faisait sa thèse au MIT, et le jury, le président du jury de sa thèse n'est rien d'autre que Norbert Wiener. Et donc, Lemaître a approché cette machine, a fait déjà des calculs, des milliers de calculs d'orbites de particules chargées dans le champ magnétique de la Terre. Mais dans les années 50, il raffine ses calculs, applique des méthodes de la mécanique classique à ce problème et commence à étudier systématiquement ce problème-là. Et la solution de ces problèmes, donc la détermination des propriétés des orbites des particules, qui sont, si vous voulez, extrêmement compliquées, parce que les particules tourbillonnent autour des lignes de champ, donc ce n'est pas si évident de déterminer mathématiquement les propriétés de toutes ces orbites. Heureusement, Lemaître avait lu Poincaré en détail, il connaissait des tas de techniques pour traiter ce genre d'orbite, et Lemaître veut des calculs d'orbite, et on pourrait dire, Lemaître est un calculateur et est un astronome un peu à la manière du 19e siècle. Ces astronomes qui aimaient faire des centaines de pages de calculs, si vous voulez, numériques, à la main, ou lui avec la machine, pour trouver des approximations, si vous voulez, très précises des grandeurs qui apparaissent dans ces calculs. Eh bien, Lemaître a utilisé des méthodes numériques qu'il avait forgées à partir de la lecture des œuvres de Gauss pour résoudre ce genre d'équations. Et les mathématiciens qui connaissent un petit peu les équations différentielles reconnaîtront assez facilement la difficulté de traiter ce genre d'équations différentielles, disons longtemps non linéaires. Bon. Mais Lemaître n'était pas effrayé par ça, et il avait, comme je vous l'ai dit, pendant la guerre, lu dans la Theoria Motus de Gauss certaines choses qui lui ont permis d'abord de développer des méthodes pour trouver des solutions approximatives d'équations algébriques. En fait, ce que Lemaître fait, c'est sur base de trois valeurs approchées
de la solution d'une équation, il parvient à trouver une méthode qui converge très rapidement et qui permet d'atteindre très vite une très bonne approximation. C'est la fameuse méthode, dit-il, de l'itération rationnelle. Alors, cette méthode, si on fouille dans l'histoire, avait déjà été, d'une certaine manière, découverte en bribes, par bribes et morceaux, par un mathématicien japonais, qui est cité d'ailleurs par d'autres auteurs qui ont aussi découvert un peu avant cette méthode, entre autres Aitken, mais de manière parfaitement indépendante de Lemaître. Et ce qui est très très intéressant, c'est que donc, Aitken a développé une méthode qui a été généralisée par Ruthishauser en 1950, et c'est un spécialiste qui était proche aussi de Stiefel et qui a développé Hermet, un des premiers, sinon le premier, un des premiers ordinateurs de Suisse. Et donc la méthode qu'utilise Ruthishauser est en fait une méthode qu'il applique directement aux machines, comme Lemaître. Un peu comme si vous voulez, les idées étaient dans l'air du temps et tout le monde, plus ou moins au même moment, vont découvrir les mêmes méthodes. Mais il est sûr qu'on peut prouver que Lemaître n'a absolument pas lu ces auteurs, et il n'a pas lu non plus un auteur que je n'ai pas cité ici, parce que j'ai trouvé, j'en ai eu la connaissance seulement très récemment, grâce à M. Leferrand de Dijon, c'est qu'un certain Stephenson avait aussi découvert quelque chose qui ressemblait à cette méthode, et Stephenson était un Scandinave qui était spécialiste en actuariat. Et la méthode de l'itération rationnelle, il l'utilisait pour calculer des problèmes d'intérêt, finalement, en finance. Et donc, il est assez étonnant de voir que le domaine de la finance avait engendré la nécessité de développer l'itération rationnelle, et il est amusant de voir que Lemaître, lui, utilisait une machine financière pour faire des calculs avec cette même méthode.